à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la nouvelle série sur Netflix qui s'appelle Emily in Paris. Vous en avez sûrement entendu parler parce qu'elle fait beaucoup de bruit. C'est la série qui fait fantasmer les Américains et que les Français adorent détester. On parle beaucoup de cette série sur les réseaux sociaux et les commentaires qui reviennent le plus souvent sont que la série est bourrée de clichés et qu'elle n'est pas du tout réaliste. Si vous ne connaissez pas cette série, je vais vous la présenter en quelques mots. C'est une série qui a été créée par Darren Star, qui est le créateur de Beverly Hills, qui a eu un énorme succès dans les années 90, et puis créateur également de la série Sex and the City à partir de 98, que tout le monde connaît, même sans l'avoir vue. Emily est une Américaine originaire de Chicago. Elle travaille dans une société de marketing qui vient de racheter une agence française nommée Savoir, et elle est mutée un peu par hasard dans cette agence à Paris pour apporter un point de vue américain et moderniser l'image de l'agence. Et dans la saison 1, on va suivre la vie parisienne d'Emily qui va être confrontée à un choc des cultures particulièrement important. Aux États-Unis, la série a reçu des critiques plutôt positives. D'ailleurs, sur le site Rotten Tomatoes, un site américain qui compile les critiques de films, même si la vision de la France est très cliché, la série est une comédie romantique amusante avec des beaux costumes, un bon casting et de belles images sur Paris. En France, par contre, l'accueil est beaucoup plus mitigé. Il suffit de regarder le hashtag Emily in Paris sur Twitter pour voir défiler les commentaires super négatifs. La série est très critiquée pour sa vision très américaine, très cliché et fantasmée de la France et en particulier de Paris. En résumé, les Français seraient feignants et n'arriveraient jamais au bureau avant 10h30. Les hommes ne penseraient qu'à draguer tous qui portent une jupe et seraient infidèles et sexistes. En ce qui me concerne, c'est vrai que je dois avouer qu'à la fin du premier épisode, j'étais très mitigée sur mon envie de continuer ou pas à regarder la série. C'est vrai que la série est bourrée de clichés et le plus embêtant, c'est que la plupart des clichés se trouvent essentiellement dans les 3 premiers épisodes. Du coup, ce condensé de clichés est quand même assez décourageant et il faut reconnaître qu'il faut un petit peu se forcer à aller au-delà des premiers épisodes. Plusieurs youtubeurs ont fait des vidéos pour donner leur avis sur la série, que ce soit des youtubeurs français ou des expatriés vivant à Paris. D'ailleurs, dans la transcription écrite de ce podcast, je vous mettrai les liens vers ces vidéos. J'ai trouvé ça très intéressant d'avoir le point de vue des expatriés notamment, parce que en tant que Française, même si je côtoie des étrangers qui me parlent de leur vision de la France, je ne me rends pas forcément compte des petites différences culturelles qui peuvent être importantes à leurs yeux. Je ne ferai donc pas la liste des clichés inclus dans la série, car ces youtubeurs l'ont très bien fait et je vous invite à voir leurs vidéos. Et pour comprendre pourquoi il y a autant de clichés dans cette série, il faut savoir que Darren Star, le créateur américain de la série, a lui-même habité quelque temps à Paris et qu'il a déclaré qu'il avait lui-même expérimenté une bonne partie des déboires qu'Emily rencontre dans la série. D'ailleurs, certains youtubeurs expatriés sont d'accord avec la plupart de ces clichés, mais ce qui surprend le plus, à mon avis, c'est la concentration de ces clichés sur les premiers épisodes et donc sur les premiers jours d'Emily à Paris.
Et en voyant ces premiers épisodes, on se dit « mais pourquoi est-ce qu'elle a envie de rester alors qu'elle est confrontée à plein de choses négatives ?» Car même si certains de ces clichés sont vrais, si tous les touristes et expatriés étrangers les affrontaient avec la même intensité et rapidité que le personnage d'Emily dans la série, ça ferait longtemps que la France n'aurait plus du tout l'attrait qu'on lui connaît aujourd'hui. Comme je vous le disais au début du podcast, beaucoup de Français se sont focalisés sur les stéréotypes négatifs à l'encontre du pays, de Paris, de la France, mais ils ont oublié de voir que les Américains en prenaient aussi pour leur grade et que les Français étaient aussi représentés par des aspects positifs dans la série. Ils sont par exemple considérés comme des êtres à part, ayant du goût, étant cultivés, capables de détachement amoureux et de liberté sexuelle. A contrario, si on creuse un peu, on peut aussi remarquer que dans la série, les Américains sont arrogants, n'ont aucune culture, sont bruyants, parlent très fort, sont beaucoup trop ambitieux et égocentriques. Le postulat d'entrée de la série est en effet qu'Emily est tellement douée pour son travail parce qu'elle est américaine que sa nouvelle entreprise a absolument besoin d'elle et de son point de vue américain pour survivre. Au-delà des clichés et des stéréotypes, ce que je reproche à la série, c'est de ne pas être suffisamment construite. J'ai trouvé que le scénario est un peu trop léger. Chaque épisode est finalement une succession de situations assez improbables qui ne permettent pas d'approfondir la psychologie des personnages et d'en savoir plus sur eux. Par contre, j'ai beaucoup apprécié la beauté des images sur Paris, quelques messages féministes dont je vais parler juste après, et surtout la bande-son que j'ai trouvée super originale. Pour commencer, sur les 5 personnages principaux de la série, 4 sont féminins. On a Emily, qui est une jeune femme plutôt brillante, ambitieuse, autonome. Elle n'hésite pas à partir loin de chez elle, sans son fiancé, et elle ne cherche pas spécialement à rencontrer l'âme sœur à Paris, alors que tout le monde l'incite à le faire. Ensuite, on a Sylvie, la directrice de l'agence Savoir. Elle paraît être une femme forte, autoritaire et ne laisse pas paraître ses émotions. Il y a Mindy, la bonne copine, qui enchaîne les aventures amoureuses. Elle veut s'affranchir de son père, très riche, et poursuivre son rêve à Paris, quitte à galérer. Camille, une autre bonne copine, qui est en fait le petit ami de Gabriel, le voisin d'Emily, et qui travaille dans une galerie d'art. On peut reprocher beaucoup de choses à Darren Star, le créateur de la série, qui, je le rappelle, est aussi le créateur de Sex and the City, une autre série où les femmes sont mises à l'honneur. Mais on peut au moins lui reconnaître une chose, c'est de mettre en avant les femmes, des femmes de caractères différents et de mettre en avant leurs forces et leurs faiblesses sans les juger. Et je trouve que c'est suffisamment rare pour être souligné. Autre point intéressant d'un point de vue féminisme, dans l'épisode 3 qui s'appelle « Sexy ou sexiste », on voit Emily être choquée par le tournage d'une pub pour un parfum. Et tout l'épisode tourne autour de cette question, est-ce qu'une femme nue au milieu d'hommes habillés est une image sexy ou sexiste ? J'avoue avoir été un peu choquée par cet épisode au début, surtout par le fait de considérer que tous les personnages français pensaient que la pub était sexy, y compris le personnage de Sylvie, qui est une femme, et de démontrer que seule Emily, l'américaine, était contre et choquée par cette publicité. J'ai trouvé que la question était intéressante d'un point de vue idéologique,
Mais le fait de considérer que tous les Français, y compris les femmes, seraient sexistes et que la question était purement culturelle puisque seule Émilie pensait le contraire, m'a beaucoup gênée. Très sincèrement, ça me semble complètement impossible d'imaginer qu'une publicité comme celle-là puisse être diffusée en France. Elle provoquerait une vague de contestation et d'indignation. Et dans l'épisode, Émilie propose de faire un sondage sur les réseaux sociaux, justement en posant la question sexy ou sexiste. Et j'aurais trouvé plus juste que l'on voit par exemple la réponse, probablement négative, sur les réseaux sociaux. Et ça m'aurait semblé beaucoup plus réaliste, beaucoup plus proche de la réalité. Et pour finir sur la question du féminisme dans la série, j'ai trouvé l'anecdote sur le genre du mot vagin très amusante et aussi intéressante. Dans le deuxième épisode, qui s'appelle Masculin-féminin, Émilie découvre que le mot vagin est masculin et ne comprend pas pourquoi. Et quand elle pose la question à Sylvie, sa patronne, celle-ci lui répond « Peut-être que c'est parce que c'est quelque chose que la femme possède et dont l'homme dispose ». Ce qui est un petit peu choquant, qui peut paraître un petit peu choquant. Et Émilie lui répond alors « Votre langue est tordue ». Et j'avoue qu'elle n'a pas tort. J'ai tendance à penser un petit peu la même chose. Très souvent, en français, effectivement, on peut être étonné du genre de certains mots, du genre masculin ou féminin de certains mots. D'une manière générale, les noms qui finissent par un, donc écrit IN, sont masculins, comme matin, câlin, sapin, alors que les noms qui finissent par INE, sont féminins, comme bobine, lapine, etc. Donc, c'est probablement pour ça que le mot vagin est masculin, parce qu'il entre dans cette logique-là, même si, d'un point de vue idéologique, ça peut paraître surprenant que ce mot soit masculin. En soi, je ne trouve pas particulièrement gênant que cette série ne soit pas réaliste, ne soit pas proche de la réalité, ne colle pas à la réalité. Je ne pense pas que les fictions aient pour but d'être réalistes. Une fiction, ça a pour but de divertir, et éventuellement d'informer en mettant en avant des histoires vraies, qu'elles soient dramatiques ou positives. Donc on ne peut pas juste reprocher à cette série de ne pas dépeindre la réalité de la vie parisienne. Par exemple, je n'ai jamais entendu personne reprocher à la série Friends de ne pas être réaliste. Pourtant, une bande de copains qui travaillent une fois tous les 4 matins et boit des cafés à longueur de journée, ça n'a rien de réaliste. Mais ça n'a jamais choqué personne et tout le monde a adoré la série pour ce qu'elle apportait, c'est-à-dire de la joie, de la comédie, des histoires drôles et des moments agréables. Ce qui peut par contre être gênant, c'est de dépeindre à ce point un pari de carte postale auprès de gens qui ne sont jamais venus et qui risqueraient d'être bien déçus devant la réalité. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle le syndrome de Paris, qui est un trouble qui touche souvent les touristes japonais quand ils viennent dans la capitale. C'est un trouble qui a été identifié dans les années 80 par un psychiatre japonais qui exerçait à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Et ce trouble bien réel est dû au choc culturel ressenti et aussi à la déception lors de la découverte de la réalité, qui peut même aller jusqu'à la dépression. Pour moi, Emily in Paris, c'est comme les films romantiques de Noël. On sait que l'histoire est simple, on sait que c'est peut-être un peu gnangnan, mais ça fait du bien et ça permet de sortir de l'amorosité ambiante. Et ça, c'est déjà énorme. Et finalement, je me dis que c'est aussi bon que de manger un croissant à une terrasse de café.
Et si, comme moi, vous avez aimé la bande-son composée à 90% de titres français, sachez que j'ai créé une playlist sur ma chaîne YouTube dans laquelle je me suis amusée à les regrouper. Il y en a 53 en tout. Ce sont des chansons super modernes de jeunes artistes électropop que je ne connaissais pas pour la plupart. Et donc je dis bravo à Brienne Rose, la conseillère musicale de la série, une américaine qui avait déjà été nommée pour un Emmy Award pour la série Poupée russe. Donc si le cœur vous en dit, vous pouvez écouter cette playlist pour vous replonger dans l'ambiance parisienne d'Émilie. J'espère que ce podcast vous a plu. Vous pouvez retrouver la transcription écrite en cliquant sur le lien dans la barre d'infos sous la vidéo. Et si vous avez vu la série, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que ça vous a agacé? Est-ce que vous avez regardé la série jusqu'au bout? Ça m'intéresse de savoir. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très vite dans un autre podcast ou une autre vidéo.